parler de cargo-culte agile. Alors ça, c'est l'endroit où est née cette session. J'étais à la terrasse de ce bar à Montpellier, sur la place de la Comédie, avec mon chéri. Et je ne sais pas comment on en est venu à parler de cargo-culte agile. Moi, c'était la première fois que j'entendais ce terme. C'est mon chéri qui m'expliquait ce que c'est de cargo-culte, excusez-moi. C'est la première fois que j'entendais parler de cargo-culte. Et en fait, à ce moment-là, quand il m'a expliqué ce qu'était le cargo-culte, je me suis dit mais en fait, l'agilité, on en fait beaucoup du cargo-culte dans l'agilité. Ça a fait tilt pour moi et j'ai eu tout de suite envie de faire cette session. Pendant qu'il me parlait, j'étais déjà en train d'élaborer le plan de la session. Et aujourd'hui, me voilà. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Émilie Esposito. Je suis le product owner du produit Cuzzle et je suis aussi la facilitatrice de l'équipe produit Cuzzle. Excusez-moi, le stress un petit peu du début. J'ai été consultante agile pendant à peu près 7 ans dans différentes boîtes. J'ai été Scrum Master, Product Owner, Coach Agile. Je suis intervenue dans des contextes très très différents, des petites boîtes, des grosses boîtes, des projets de 3 personnes, des projets de 75 personnes, des projets qui ont duré 6 semaines, des projets qui ont duré plus de 2 ans. Moi, je n'y ai pas été pendant 2 ans, mais des très gros projets. Des projets innovants, des projets legacy. Bref, j'ai pu vivre l'agilité dans des contextes très différents et je me suis pris des murs parce que, en vrai, l'agilité au début, c'est pas facile. Mais c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, je viens partager ça avec vous. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que depuis que je suis dans l'équipe Cuzzle, je peux enfin faire de l'agilité comme moi je la conçois. J'ai un point de vue assez critique sur mon passé de consultante agile. D'abord parce que quand j'étais inexpérimentée, l'agilité que je faisais n'était pas top, il faut dire ce qui est. Mais après, quand j'avais plus de recul, j'ai été confrontée à quelque chose de très frustrant. C'est l'agilité prête à porter, l'agilité qui rassure les clients. Parce qu'elle est éprouvée, l'agilité qui est donc plus facile à vendre, et plus facile à mettre en œuvre, et donc plus rentable pour les boîtes de conseil qui vous vendent de l'agilité. Et donc aujourd'hui, je m'autorise enfin à libérer ma parole et à venir amener une perspective un petit peu différente. Et j'espère provoquer quelques prises de conscience avec vous aujourd'hui. Alors, le cargo-culte, c'est quoi ? Le cargo-culte, c'est une notion d'anthropologie. Et moi, je ne suis pas anthropologue. Donc, en fait, je vais vous livrer ma compréhension à moi du cargo-culte, ce qui a fait que ça a fait dans ma tête le lien avec l'agilité. Donc, il y aura probablement des approximations, il y aura probablement des manques. Mais en fait, ça tombe bien parce que vous n'êtes pas venu voir une conférence sur l'anthropologie, enfin, il me semble. Si vous voulez des notions plus précises sur le cargo-culte, la notion anthropologique de cargo-culte, je vous invite à aller voir par exemple la page Wikipédia en anglais sur le cargo-culte, elle est très bien faite et vous en apprendrez plus en détail sur ce qu'on appelle vraiment le cargo-culte. Alors, ma compréhension. Les cargo-cultes, en fait, c'est des mouvements qui ont été principalement observés en Mélanésie. Donc la Mélanésie, ça ressemble à ça. Et honnêtement, moi, avant qu'on parle de cargo-culte, je ne savais pas ce que c'était la Mélanésie, où est-ce que c'était. Donc la Mélanésie, c'est là. C'est une région au nord de l'Australie, dans l'Océanie. Et notamment, ça comprend la Papouasie. La Papouasie, et donc, ça, c'est un papou. Donc les cargo-cultes, je vous disais, c'est des mouvements qui ont été principalement observés en Mélanésie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, à l'occasion, en fait, de la colonisation de la Mélanésie par les Australiens, donc par des Britanniques, en fait, puisque l'Australie faisait partie du Royaume britannique, et aussi à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à ces périodes-là ? C'est que les populations indigènes ont été confrontées à une culture qui était beaucoup plus avancée technologiquement que la leur, la culture occidentale. Ils ont vu débarquer des bateaux, des avions qui contenaient des marchandises à foison,
de la nourriture, mais aussi des appareils technologiques, alors de la technologie de l'époque, mais des appareils photo, des phonogrammes, des armes, des choses qui en fait dépassaient leur entendement. Le processus de fabrication d'une arme, pour un papou, c'était incompréhensible. Et le processus logistique qui faisait que quand un opérateur radio de l'armée demandait qu'on lui amène des ressources et que quelques jours plus tard débarquait un avion avec le matériel qui avait été demandé, c'était au-delà de leur compréhension. Du coup, pour s'expliquer ces processus, ils ont inventé en fait ce qu'on a appelé les cargos cultes. En fait, ils ont observé ce que les Occidentaux faisaient, les rituels qu'ils avaient, les artefacts qu'ils utilisaient, et ils se sont dit que c'était parce que les Occidentaux faisaient des choses appropriées que des dieux les remerciaient en leur envoyant les marchandises qu'ils convoitaient. Ces marchandises, qui leur semblaient presque magiques finalement, étaient forcément des cadeaux divins. Et donc du coup, ils se sont dit, si nous aussi on veut avoir ces cadeaux divins, il faut qu'on ait les mêmes comportements, il faut qu'on ait les mêmes artefacts pour pouvoir être récompensés aussi. Donc ils ont observé les Occidentaux et ils ont copié ce qu'ils ont compris de ces rituels qui permettaient d'être récompensés. En anglais, marchandise, ça se dit cargo. Ils ont créé un véritable culte de la marchandise. C'est pour ça qu'on parle de cargo culte. Alors, concrètement, ça donne quoi? Ils ont construit des pistes d'atterrissage en terre battue sur lesquelles ils ont posé des avions en paille. Il y a aussi des antennes satellites en paille, c'est hyper efficace. Là, c'est des artefacts, mais il y a aussi des rituels. Des comportements. Ils ont vu, comme je vous disais tout à l'heure, des opérateurs radio parler dans des postes de radio, demander de la nourriture, demander des renforts, etc. Et ces choses-là arrivaient ensuite. Donc, ils ont construit des postes de radio en bois. Ils se sont mis à parler dans ces postes de radio en bois pour demander les choses qu'ils souhaitaient, en espérant qu'un avion allait atterrir sur les pistes d'atterrissage en terre battue qu'ils avaient fabriquées, et d'ailleurs qu'ils éclairaient régulièrement avec des feux le long des pistes pour reproduire l'allumage, des lumières qui délimitent les pistes d'atterrissage des Occidentaux. Bien sûr, aucun avion n'est jamais venu. Donc on pourrait se dire que le cargo culte, en fait, c'est le fait d'imiter des comportements sans en comprendre le fonctionnement, en espérant obtenir les mêmes bénéfices, les mêmes résultats. Donc, à la base, c'est une notion anthropologique, mais c'est aussi une métaphore qui a été popularisée en fait en 1974 par Richard Feynman, qui a parlé à cette époque-là de cargo cult science, par exemple. On est dans l'informatique, vous avez peut-être entendu parler de cargo cult programming. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous. Le cargo cult programming, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un problème à résoudre, de ne pas savoir comment faire, de voir un bout de code que quelqu'un d'autre a fait qui semble faire à peu près la même chose, ou un pattern qui semble résoudre ce problème-là. On ne sait pas trop comment, par quel miracle. On prend ce bout de code ou ce pattern et on l'intègre à son code. Bien sûr, ça marche très très rarement. Et si par hasard ça marche, c'est pas maintenable. Demain, le besoin change un tout petit peu, je ne peux pas modifier un code que j'ai copié-collé que je ne comprends pas. C'est pas possible. Alors attention, je ne dis pas que le copier-coller c'est mal. Sinon, on n'utiliserait pas des libres de code. Ce qui est mal, c'est de faire du copier-coller sans comprendre. Peut-être que du coup, vous commencez à voir où je veux en venir par rapport au cargo culte agile. Donc, le cargo culte, on a dit que c'était le fait de copier des comportements sans comprendre pour obtenir les mêmes résultats, que ça marche rarement et que ce n'est pas reproductible. Moi, quand mon chéri m'a parlé du cargo culte la première fois, je vous ai dit que ça m'a fait penser aux transformations agiles. Pourquoi? Quand j'ai vu
quand j'ai vécu des transformations agiles dans les entreprises, j'ai eu aussi parfois l'impression, souvent l'impression, qu'on appliquait des choses sans vraiment les comprendre et ça ne marche pas bien, justement. Et on va parler de ça un peu plus en détail. Alors, on a vu tout à l'heure que c'est parce que les Papous ont été confrontés à une culture qui était très différente de la leur, et beaucoup plus avancée, mais surtout très différente de la leur, qu'ils ont inventé les cargo-cultes. Quand on est confronté pour la première fois dans une entreprise à l'agilité, on est confronté en fait à une nouvelle culture. Il y a d'une part la culture agile qui a ses valeurs, son idéologie, ses codes, ses comportements, on parle même de rituel agile, c'est pour dire. Et on a à côté de ça la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles, explicites ou implicites, qui décrivent le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, quand on introduit de l'agilité dans une entreprise, on a cette rencontre de deux cultures. Et du coup, c'est une situation qui est propice au cargo-culte. Je ne parle pas très bien dans le micro, peut-être. Là-haut, c'est bon ou... Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand on fait du cargo-culte agile? Si on reprend l'exemple des Papous, on va chercher à observer des rituels, des comportements, des artefacts qu'on voit dans des organisations agiles, et on va essayer de les imiter du mieux qu'on peut en espérant obtenir les mêmes résultats miraculeux que ces entreprises qui marchent bien. Combien d'organisations à la Spotify? Mais combien de Spotify? Voilà. Alors, l'artefact le plus visible de l'agilité, c'est quoi? C'est le post-it. Vous avez sûrement entendu cette phrase. Bah oui, on est agile, on utilise les post-it. En général, c'est dit sur le ton de la blague. Enfin, quand on creuse, c'est pas toujours vraiment une blague. Sans aller dans cette caricature-là, moi j'ai déjà entendu très régulièrement dans des entreprises, bah oui, on est agile, on ne fait pas de spec. Alors oui, le manifeste agile dit qu'un logiciel qui fonctionne, c'est mieux que de la documentation exhaustive. Mais ça, c'est possible aussi parce qu'on a une collaboration permanente avec le client. C'est le fait d'être en contact permanent, quotidien avec le product owner qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une spécification exhaustive et qu'on peut se contenter de user story, une spécification réduite. Donc, quelque part, le pas de spec marche parce qu'on a une autre pratique à côté qui est la collaboration avec le PO. En fait, l'exhaustivité des specs, elle doit être inversement proportionnelle à la disponibilité et à l'implication du PO dans le projet, du product owner. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces boîtes où on nous dit on est agile, on ne fait pas de spec? En fait, ils ont identifié une pratique dans le corpus des pratiques agiles. Ils ont dit ah ouais, ça a l'air bien, c'est facile à imiter, je prends. Et je le fais à ma façon. C'est-à-dire que, oui, on dit pas... En fait, la valeur du logiciel opérationnel plutôt que de la documentation exhaustive, ça devient pas de spec. Je prends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Allez, je vais prendre telle pratique, et puis telle autre. Puis je les empile comme ça, je mélange, et hop, j'ai ma méthode agile faite spécialement pour mon entreprise. Donc cet empilage de méthodes de pratiques agiles, en fait, c'est plutôt un empilage de cargo-culte agile. De pratiques cargo-culte et donc du cargo-culte agile. Comme pour les Papous, comme on l'a vu avec les Papous, le cargo-culte, ça n'apporte pas ses fruits. C'est même contre-productif. Et les premières victimes du cargo-culte, en fait, ça va être les pratiques les plus visibles de l'agilité. Typiquement, il y a deux rituels qui sont très emblématiques. C'est le stand-up meeting et c'est la rétrospective. C'est les victimes de choix du cargo-culte agile. Ouais. Et j'ai sauté 2 slides dans ma tête. Oui, donc, utiliser un framework agile, on pourrait se dire que c'est imiter des comportements. Après tout, on prend un bouquin, on regarde ce que le bouquin nous dit de faire et on fait comme le bouquin nous dit de faire. Attention, je ne dis pas qu'utiliser un framework agile, c'est mal.
Un framework agile, ça a été construit dans le temps par des gens qui ont expérimenté des choses, qui ont fait de l'amélioration continue. Et finalement, utiliser un framework agile, c'est éviter de réinventer la roue. Le problème, c'est quand on... Ah, je me suis trompée de flèche. C'est quand on utilise un framework agile sans le comprendre, comme on l'a vu avec le pas de spec. C'est là qu'on fait du cargo culte. Et donc, comme je vous disais, c'est les pratiques les plus visibles qui vont être cargo cultisées, on va dire. Alors, je ne sais pas quel est le niveau d'agilité de la salle, enfin de vos connaissances en agilité, donc pour ces deux rituels-là, je vais prendre le temps d'expliquer en fait à quoi ça correspond, enfin, pourquoi on les fait, comment on les fait. Parce que justement, ce qu'on a dit, c'est que le cargo culte, c'est quand on ne comprend pas la pratique. Donc là, je prends le temps, et je suis désolée pour ceux qui savent très bien ce que c'est. Peut-être que ça vous fera un peu de révision finalement. Peut-être que vous-même, sans le savoir, vous faites un petit peu de cargo culte. Donc le stand-up meeting, c'est quoi? L'objectif du stand-up meeting, c'est pour une équipe de se synchroniser dans son avancement au cours d'une itération, d'identifier au plus tôt les problèmes qu'on peut rencontrer et de vérifier qu'on va réussir à atteindre les engagements sur l'itération, les engagements de l'équipe vis-à-vis du product owner. Donc comment ça se passe? Le stand-up meeting, c'est une réunion très courte qui se passe chaque jour au même endroit, à la même heure. C'est comme ça, c'est simple à organiser. En général, ça se passe autour de l'outil de management visuel de l'équipe, son board partagé. Les gens se mettent en cercle autour de ce board et ils sont debout. Alors pourquoi debout? Pour que la réunion reste courte, que les gens soient focalisés. Dans cette réunion-là, chaque personne de l'équipe répond à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai accompli pour le projet hier? Qu'est-ce que je compte accomplir aujourd'hui pour le projet? Et est-ce que je rencontre des problèmes? Alors quand je dis ils répondent à 3 questions, ils ne répondent pas à des questions qu'on leur pose, que quelqu'un leur pose. Ils se parlent entre eux, ils répondent, en fait, ils informent le reste de l'équipe. Sur les points de blocage, en fait, l'idée n'est pas de résoudre les problèmes pendant le stand-up meeting, mais plutôt de provoquer en fait, des propositions d'aide après le stand-up. Et l'objectif, c'est qu'on ne reste pas bloqué plus d'1 journée tout seul sur un problème. C'est ça qui va permettre de pouvoir atteindre les objectifs de sprint. Alors, quand c'est bien fait, un stand-up meeting, ça soude l'équipe. Ça focalise l'équipe autour de son objectif et ça donne de l'énergie pour la journée. Un cargo culte stand-up meeting, c'est un peu long à dire, ça ressemble à quoi? Je vous laisse prendre le temps de lire et je vais en profiter pour boire un coup. Donc, dans ce comic de Dilbert, Dogbert se focalise sur l'aspect debout du stand-up meeting. Il explique en fait que les concurrents font des réunions debout et que c'est ça qui les rend forts et que du coup, nous, on va faire mieux que eux. Pendant nos réunions, on va faire des exercices physiques. On va plus loin que la réunion debout. Donc là, il n'explique même pas le but du stand-up meeting, à quoi ça sert. Il n'explique même pas les autres aspects que le fait d'être debout et il n'explique pas non plus pourquoi c'est bien d'être debout. On est typiquement dans du cargo culte. Alors, c'est Dilbert, c'est de la caricature. Mais en fait, dans la vraie vie, on n'est parfois pas si loin que ça. Moi, j'ai déjà assisté à des stand-up meetings où il y a 20, 25, 30 personnes et où le stand-up, en fait, dure 45 minutes. Mais les gens sont debout, donc on fait du stand-up meeting, en fait. On fait ça chaque jour. Hein. 45 minutes, debout. Moi, j'appelle pas ça des stand-up meetings, j'appelle ça des réunions debout. Ouais, je sais, c'est la traduction, mais voilà, c'est des réunions debout, c'est pas des stand-up. Une autre forme de cargo culte stand-up meeting, le stand-up meeting reporting. Typiquement, c'est une réunion de chantier. Voilà. On a le chef de projet agile. Remarquez la prestance.
qui transpire l'autorité, ou le manager, ou le product owner, ou le scrum master, ou n'importe, what else. L'équipe regarde, tout le monde regarde cette personne-là, cette figure d'autorité, et lui fait son reporting. Du coup, on est concentré sur ce qu'on va dire à son chef. On n'écoute plus les autres. Et puis, parler des problèmes, des difficultés qu'on rencontre devant son chef, ben, c'est pas facile. Enfin, c'est dire qu'on est mauvais. Du coup, là, on perd deux objectifs fondamentaux du stand-up. L'équipe ne se synchronise pas vraiment, puisqu'elle ne s'écoute pas, et on ne résout pas les problèmes. Et je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Une autre forme de cargo cult stand-up meeting, c'est ce que j'appelle le stand-up meeting KPI. KPI, pardon. C'est un stand-up meeting où le Scrum Master se focalise sur le temps qu'il reste à faire pour chaque tâche et le fait de mettre à jour les indicateurs agiles. Par exemple, le burn-on chart d'itération. En gros, ça donne ça. Bon, alors j'ai fait ça. Ouais, ok, mais il te reste combien de temps alors sur la tâche? Il reste combien de temps? Ok. Du coup, on n'écoute plus ce sur quoi on travaille, ce sur quoi les autres travaillent. On ne se synchronise plus. On ne résout plus les blocages. Et en fait, il y a un deuxième effet qui se coule qui est encore pire, c'est que on focalise sur des indicateurs qui, du coup, parce que le stand-up meeting ne marche pas bien, souvent montrent qu'on ne va pas atteindre l'objectif de l'itération. Donc en fait, on se focalise sur le fait qu'on ne va pas atteindre l'objectif de l'itération, mais on ne cherche pas de solution parce qu'on ne se partage pas les informations, on ne cherche pas à résoudre les blocages. En gros, on est dans du constat de l'échec plutôt que de la recherche de solutions. Et ça, c'est hyper démotivant. Donc ça, c'est quelques exemples de cargo cult stand-up meeting, mais je pense qu'il y en a plein d'autres que vous avez pu vivre peut-être dans vos expériences. Maintenant, on va s'attaquer à la rétrospective. Alors pareil, je vais expliquer rapidement ce que c'est que la rétrospective. La rétrospective, en fait, c'est le moment d'amélioration continue de l'équipe. C'est un rituel qu'on mène chaque itération, en général à la fin de l'itération, où l'équipe va prendre le temps de réfléchir ensemble à sa façon de travailler pour pouvoir l'améliorer. Donc on se pose les questions de qu'est-ce qui marche bien, de façon à pouvoir pérenniser, ce qui marche moins bien, comment on peut améliorer les choses. On sort de la rétrospective avec un plan d'action. Un plan d'action qu'on va suivre d'itération en itération, de rétrospective en rétrospective. À la rétrospective d'après, on va se demander si les actions, est-ce qu'on a réalisé cette action? Oui? Cool. Est-ce que ça donnait le résultat attendu? Non? Ok. Est-ce qu'il faut qu'on change l'action? Est-ce qu'on veut pérenniser ce qu'on a obtenu? Et si on n'a pas fait l'action, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait l'action? Donc, sur ce sujet-là, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est que le PDCA ou la route d'Hamming. Ça explique bien en fait, le processus de l'amélioration continue. La rétrospective, pour moi, c'est un moment fondamental dans une itération. Et surtout, c'est une des pratiques qui justifie le développement itératif. Pourquoi? Pourquoi on travaille de façon itérative? C'est pour se donner l'occasion d'apprendre des leçons et les appliquer l'itération d'après. Donc on apprend des leçons sur le produit, la démo est là pour ça, pour montrer ce qu'on a fait et du coup prendre du feedback et améliorer le produit en introduisant des évolutions, des améliorations dans le backlog. Donc ça c'est la démo, mais aussi on tire des leçons de notre façon de travailler, de façon à s'organiser de façon de plus en plus efficiente et du coup produire plus facilement le meilleur produit. Donc, la rétrospective, c'est ce qui finalement justifie le développement itératif. C'est une des choses qui justifie le développement itératif. Et c'est aussi un des rituels qui souffre le plus de cargo culte agile. Alors, des exemples de cargo culte rétrospective. Ce que j'appelle la rétrospective câlin. C'est tout doux, c'est tout chaud. La rétrospective bisounours. On se focalise sur ce qui marche bien. On se dit qu'on aime bien travailler ensemble, qu'on s'apprécie vraiment. Alors attention, je ne dis pas que c'est mal de se focaliser sur ce qui marche bien. C'est important, ça permet de pérenniser les choses qui marchent bien. Ça permet de garder la motivation tout au long d'un projet. Donc ça, c'est bien. Par contre, ne pas parler des problèmes, c'est ne pas se donner la chance de les résoudre. Et donc, on ne fait pas d'amélioration continue. Et du coup, c'est quoi l'intérêt de la rétrospective?
la rétrospective psychanalyse. Là, au contraire, on parle des problèmes. Ah, on en parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans son coin, le Scrum Master est là. Poursuivez. Vous voyez le truc? En gros, qu'est-ce qui se passe? On parle des problèmes, on en discute énormément, mais on ne prend pas d'action pour les résoudre. Je vous laisse imaginer les sentiments de frustration d'une équipe qui parle des problèmes, le sentiment d'impuissance. On a plein de problèmes, mais on ne les résout pas. C'est terrible pour une équipe et c'est extrêmement démotivant. La rétrospective revendication. Là aussi, on parle des problèmes. Mais en fait, les problèmes, ils sont à l'extérieur. C'est jamais notre faute, en fait. C'est toujours des éléments extérieurs qui posent problème. Donc, en gros, au lieu d'avoir des actions sur lesquelles on est autonome, on dit qu'on a des bloqueurs. Donc, le Scrum Master, consciencieusement, rajoute ces bloqueurs dans son backlog d'obstacles. Il est essentiel et les porter auprès de l'organisation. Donc là aussi, au niveau amélioration continue, en général, c'est 0. C'est démotivant, c'est frustrant, tout ce que vous voulez. Mais en plus de ça, donc, il y a un deuxième effet qui se coule là aussi, c'est que de la part du reste de l'organisation, il y a une lassitude. Enfin, vous avez une image déplorable quand vous êtes dans une équipe comme ça, parce que du point de vue des autres, c'est « ouais, mais eux, c'est jamais leur faute. On ne peut pas travailler avec eux, en fait. » Donc, cette perception négative de l'équipe par le reste de l'organisation, forcément, va lui causer du tort et aussi, sur le long terme, très démotivante. Le dernier type de cargo culte rétrospective dont je vais vous parler, c'est ce que j'appelle les rétros stériles. Celles où en fait, on fait presque tout comme il faut. On parle des choses bien, on parle des choses moins bien, on identifie des actions. Et ces actions, c'est un peu comme des bouteilles à la mer, on ne les fait pas. C'est-à-dire que quand l'itération d'après, on fait le point, on ne les a pas réalisées. Alors parce que on n'a pas eu le temps, tu comprends, le sprint il était chargé. Ou il n'y avait pas de porteur à l'action. Ou il y avait trop de porteurs à l'action. Ça peut être aussi parce que l'action est trop grosse. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais en mission chez France Télévisions. J'étais product owner d'une équipe et en fait, il y a une action qui est sortie en rétrospective qui était réparer tous les tests qui sont au rouge dans l'intégration continue. Bon, on écrit cette action-là, porteur, tous. Itération suivante. Est-ce qu'on a fait cette action? Non. Ah, ok. On en parle, on dit, il faut qu'on le fasse. Ok, itération suivante. Est-ce qu'on a avancé sur cette action? Non. Et puis, en fait, il y a même encore plus de tests qui sont en rouge sur l'intégration continue, du coup. Plus personne ne veut y toucher à ces foutus tests. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que l'action, elle est trop grosse pour être prise. Il y a un moment, j'ai posé la question, mais pourquoi on ne la prend pas, cette action? Quand on est dans une rétrospective stérile, si on ne se pose pas la question de pourquoi on ne prend pas les actions, pourquoi on ne les fait pas, on va rester dans cette situation d'actions qui ne sont pas réalisées. Et là, on est vraiment aussi dans du sentiment d'impuissance pour l'équipe, en fait. On a l'impression qu'on est face à une montagne et qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Alors, un Scrum Master ou un coach de bonne volonté va essayer des choses. Par exemple, il va essayer de changer le format des rétrospectives pour lutter contre la lassitude. Attention, je ne dis pas que changer le format des rétrospectives, c'est mal. Des fois, c'est super adapté, quand on a un problème spécifique, de faire appel à un atelier spécifique. Par exemple, lancer un 5 pourquoi sur un problème dont on ne voit pas les causes évidentes, c'est intéressant. Par contre, ce que je dis, c'est que changer de format très souvent de rétrospective, ça peut être un symptôme de cargo culte rétrospective. Alors, je vais vous faire vite fait, je check le temps, je vais vous faire vite fait en fait d'autres exemples qui sont liés en fait au choc de culture entre une culture agile et une culture d'entreprise. Il y a certaines cultures d'entreprise qui sont très hiérarchiques, où l'organisation est très rationnelle, on est dans un management
1.0, où en fait, quand on va se lancer dans une transformation agile, quelque part, on va habiller d'agilité des pratiques qu'on avait avant. Enfin, en gros, on habille des vieux en jeunes, quoi. Ouais, je suis pas très politiquement correcte. Le chef de projet agile. Alors, le chef de projet agile, c'est pas forcément un problème en soi, hein. Le manifeste agile ne dit nulle part il ne faut pas de chef de projet, brûler tous les chefs de projet. Non, ça, c'est pas dans le manifeste. La question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on met dans la fiche de poste du chef de projet agile. Le manifeste, qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'interaction des personnes plus importante que les processus. Il parle d'adaptation permanente au changement plutôt que de la planification exhaustive. Il parle de rythme soutenable. Il parle d'auto-organisation. J'ai fait, par curiosité, une petite recherche sur Google. Voilà, offre emploi, chef de projet agile. Offre emploi Scrum Master, c'est moins de 50 000, pour vous donner un peu le rapport. Il y a des doublons, hein, donc il n'y a pas 100 000 offres de chef de projet agile en France, mais c'est pour vous montrer le rapport entre les deux. Et je suis curieuse, j'ai cliqué sur les liens pour voir les fiches de poste. C'est édifiant. Enfin, c'est terrifiant, en fait. Donc ça commence en général comme ça. En tant que chef de projet agile, vous êtes le garant des livraisons. Vous vous assurez du respect des plannings, etc., etc. Vous faites le reporting. Et un peu plus loin, vers la fin, comme si on se sentait obligé d'ajouter ça, vous animez les rituels Scrum, un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, là, on voit dans le descriptif de la fiche de poste, on est clairement dans le cargo culte, en fait. On n'est pas du tout dans de l'agilité. Et moi, je trouve ça très bizarre. Par contre, autant chef de projet agile, ça ne me choque pas forcément en soi, mais chef de projet et Scrum, enfin, il y a un truc qui ne matche pas. Dans Scrum, il n'y a plus de chef de projet. Le rôle du chef de projet, il a été découpé en deux. D'un côté, le product owner qui dit qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le produit, et de l'autre côté, le Scrum Master qui veille à la façon dont on fait le produit, le processus pour y arriver. Et personne pour fouetter les développeurs pour qu'ils livrent à temps. Enfin, en fait, si. Il y a un troisième rôle dans Scrum qui remplace aussi le chef de projet, c'est l'équipe. C'est par son auto-organisation, c'est par sa responsabilisation que l'équipe elle-même s'investit de la responsabilité, en fait, du planning. Le fait de tenir les engagements du sprint. On n'a pas besoin de micromanagement pour découper finement des tâches et les assigner à des gens. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant qu'agiliste, dire le chef de projet agile assigne les tâches aux développeurs, ça me fait mal, en fait. Ouais, ça me fait mal. Et donc là, dans ce genre de description, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit, en fait, qu'on ne fait pas confiance à l'équipe. On est dans un système de valeurs qui n'est pas celui de l'agilité. On n'est pas dans la culture agile. On ne fait pas confiance à l'équipe et on ne croit pas en l'auto-organisation. Donc, ça pue le cargo culte agile. Je vais vous parler de cette expérience que j'ai eue chez Page Jaune. Ouais, je donne des noms, je dénonce. Chez Page Jaune, en fait, ils ont mené une transformation agile avec toutes les pincettes nécessaires. Donc, la boîte a été formée à l'agilité, ils travaillent de façon itérative, incrémentale, mais on ne peut livrer que 4 fois par an en prod. Et attention, on livre tous ensemble. C'est-à-dire que si tu manques ton créneau, tu ne livres pas. Le manifeste agile parle de livrer régulièrement du produit à valeur ajoutée pour le client. Là, on perd complètement un bénéfice de l'agilité, on s'empêche de délivrer de la valeur. Donc on est clairement dans de l'habillage cosmétique de vieilles pratiques en pratique agile. Alors, attention, je ne dis pas que faire des plans, c'est mal. En fait, c'est bien de faire des plans. Oh, purée, déjà ? Oula.
Alors, en gros, là, le message, c'est qu'il faut avoir un effort proportionné. Il faut avoir un effort proportionné, en fait, à l'échéance à laquelle on planifie. Si on veut planifier détaillé, ça vaut pour le sprint. Planifier à l'échelle de la user story, c'est bon pour les 2-3 mois de la release. Par contre, planifier à plus, on se donne que des jalons métiers. Planifier plus précisément, ça ne sert à rien. Faire un diagramme de Gantt sur 2 ans, ça ne sert à rien. Et surtout, ça nous empêche de changer, en fait. Ça nous empêche de dévier quand il y a un changement qui arrive. Donc, on perd un bénéfice de l'agilité. Ouais, non, ça, c'est important quand même. Je suis grave à la bourre. Une transformation agile, c'est, comme je vous disais, la mise en présence de la culture de l'entreprise et de la culture agile. Si les deux cultures sont proches, ça se passe bien. Quand les deux cultures sont éloignées, c'est là que ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a tout qui change dans l'entreprise, on va changer les méthodes, on va changer les outils, on va changer les pratiques. Et en fait, le seul refuge que les équipes ont, quand c'est mené de tambour battant comme ça... Oula, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que moi qui ai eu ce... On n'est pas tout seul. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les équipes vont se réfugier dans leur culture d'entreprise, le seul truc qui reste stable finalement. Et c'est là qu'on va habiller d'agilité, on va relooker nos pratiques de façon agile. Alors, heureusement, le cargo culte agile, c'est pas une fatalité. Bon, le cas idéal, c'est quand on monte une start-up, il n'y a pas de culture d'entreprise, c'est facile, c'est facile. C'est plus facile, c'est moins risqué, on peut être agile dès le début. J'en ai parlé l'année dernière à Mixit, vous trouverez la vidéo sur le site. Quand on a une culture qui est préexistante, là on parle de transformation agile, c'est-à-dire qu'on est dans un état A et puis on veut arriver à un état agile. Bon, j'aime pas trop le terme de transformation agile parce que ça sous-entend qu'à un moment c'est terminé, alors que pour moi l'amélioration continue c'est l'affaire de toute une vie. Et j'aime pas non plus ça parce que quand on se dit qu'on veut arriver à un état agile, ça veut dire que l'agilité ça devient un but. Et l'agilité ça doit pas être un but, ça doit être un moyen d'atteindre ses buts. Pour une entreprise, l'agilité ça doit être le moyen qu'on choisit d'atteindre sa vision d'entreprise. Quand l'agilité devient un moyen, c'est un nid à cargo culte. J'ai entendu des tas de mauvaises raisons de faire de l'agilité. Comment ça, tu fais pas de l'agilité? Non mais allô quoi. Enfin, tout le monde en fait aujourd'hui. Les équipes agiles, c'est plus productif. C'est le consultant de chez Machin qui me l'a dit. On n'arrive pas à avoir des specs décentes du métier, donc du coup, on va faire de l'agilité. Le pompon revient quand même à quelqu'un d'une boîte que je ne nommerai pas, qui m'a dit, en fait, si mon équipe devient agile, je serai pionnier dans l'organisation et du coup, ça prépare ma promotion pour que je puisse prendre la place du DSI. Je vous laisse imaginer comment ça a bien marché. Donc, c'est important d'avoir une vision de l'entreprise qui est partagée et d'être convaincu en fait que l'agilité c'est un moyen de l'atteindre. Et en fait, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un sponsor qui a cette vision, qui est convaincu que l'agilité est un chemin pour arriver vers cette vision. Un sponsor, c'est quoi? Le sponsor, c'est celui qui a la vision, effectivement, et qui sait que cette vision-là, c'est pas une option, c'est-à-dire que c'est la survie de l'entreprise d'arriver à réaliser cette vision. C'est quelqu'un du coup qui va être capable de ne pas renoncer, de ne pas rebrousser en chemin parce que c'est difficile, parce que c'est coûteux. Parce que oui, une transformation agile, c'est long, c'est difficile, c'est coûteux. Mais on le fait pour une bonne raison, c'est pour accomplir la vision de l'entreprise. Donc le sponsor, c'est celui qui va être capable d'exhorter ses troupes à garder le courage, à garder la foi en fait tout au long de ce chemin un peu difficile et qui va les soutenir pendant ce chemin difficile en fait. Et surtout, le sponsor, c'est celui qui va être capable de changer lui-même. Parce que, en fait, on l'a dit, une transformation agile, c'est un changement de culture. Que la culture d'une entreprise, elle est intimement liée à la culture des dirigeants. C'est les dirigeants qui façonnent la culture de l'entreprise. Donc, il faut
Il faut que le dirigeant soit prêt à changer lui-même, à commencer à changer lui-même avant de demander aux autres de changer. C'est seulement ça qui fera que la transformation agile peut commencer. Pour pouvoir faire tout ça, ça veut dire qu'il faut que notre sponsor ait un sacré mandat, en fait. Puisqu'il faut qu'il puisse porter cette transformation et avoir les moyens de faire tout ce que je viens de dire. Donc, il faut que ce soit quelqu'un du top management. Ou si on fait une transformation à l'échelle d'une DSI, il faut que ce soit le DSI. Sinon, ça ne marchera pas. On l'a vu dans la définition, le cargo cult, c'est lié au fait de ne pas comprendre les comportements qu'on met en œuvre pour obtenir des bénéfices. Donc, c'est important de donner les moyens à l'entreprise de comprendre l'agilité, de comprendre ce nouveau système de valeurs, cette nouvelle culture qu'on veut adopter. Pour ça, en fait, il y a besoin de plusieurs moyens et c'est le sponsor qui va vous les fournir. Donc, il faut de l'accompagnement de qualité par des coachs expérimentés. Il faut de la formation, alors plutôt des formations pratiques, orientées jeux de rôle, que des formations, on va dire, très didactiques. Il faut du temps. Une transformation agile, ça prend du temps, parce que changer la culture d'une entreprise, ça prend du temps. Une culture d'entreprise d'une entreprise qui a 50 ans, ça ne se défait pas en 3 mois, en fait. Il faut du soutien. Il faut valoriser les expérimentations, il faut encourager d'ailleurs les expérimentations, il faut valoriser les réussites et il faut accepter les échecs parce que en fait, c'est le pendant de l'innovation. Il faut montrer en fait que l'important, c'est les leçons qu'on tire des échecs plus que les échecs eux-mêmes. Et enfin, un autre moyen, c'est le partage. Il faut favoriser le partage au sein de l'organisation, par exemple via des groupes de pratique ou des ambassadeurs, et le partage à l'extérieur aussi, par exemple dans des conférences comme aujourd'hui, parce que le reste de la communauté peut vous aider et vous pouvez aussi aider la communauté. Le marabout qui est ici, il soigne tout. Il démarre même les motos russes, c'est pour vous dire. Ouais, en fait, l'agilité, c'est pas une solution miracle. C'est pas la réponse à tout, c'est pas une panacée, et ça demande des efforts. Donc, méfiez-vous des marabouts. Des signaux d'alerte que je peux vous recommander de surveiller, c'est quand vous recevez un candidat, il ne vous pose aucune question sur la vision de l'entreprise ou sur l'objectif de la transformation agile. Il commence direct par vous parler du dernier framework à la mode. Vous, ce qu'il vous faut, c'est SAFe. Ouais. Il a une méthode éprouvée pour agiliser votre entreprise. Il en a agilisé déjà plusieurs comme ça. Et d'ailleurs, il peut vous garantir qu'il va faire ça en moins de 3 mois. Le retour de l'être aimé dans les 48 heures, etc. Enfin, voilà, on est à ce niveau-là. Le mec, il n'a pas encore, le mec ou la femme, hein, il n'a pas encore vu un seul de vos collaborateurs, il n'a pas pu estimer la distance entre votre culture d'entreprise et la culture agile, et il vous explique déjà qu'il va arriver à agiliser votre entreprise en 6 mois. Ça pue. Si on veut bénéficier durablement de l'agilité, il faut arriver à de l'autonomie. Donc déjà de l'autonomie dans les équipes. Après la phase d'apprentissage, en fait, il faut leur donner les moyens d'adapter les méthodes à leurs besoins, à leur contexte, et faire confiance pour le faire correctement, parce qu'on leur a expliqué pourquoi on faisait ces choses-là, ces pratiques, etc. Le fameux, la formation, l'accompagnement, etc. Et surtout, ne pas rester dans un dogmatisme. Chez nous, on fait du Scrum, by the book. Ouais, non. En fait, ça, sur la durée, ça ne marche pas très bien. L'autonomie, c'est aussi l'autonomie au niveau de l'organisation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que le coach il puisse partir. Et pour ça, il faut identifier des relais internes. Il va falloir les former et les accompagner pour qu'eux puissent prendre le relais et que l'agilité de l'entreprise soit là de façon durable. Donc, en conclusion, on a vu que le cargo culte, c'était le fait d'imiter des pratiques et des comportements sans les comprendre, et que le cargo culte agile, ce n'est pas une fatalité, qu'on peut l'éviter et qu'on peut bénéficier en fait de tous les leviers de l'agilité qui permet en fait de s'adapter aux changements et d'être réactif comme le commande en fait notre époque où tout va très vite.
Et de la même façon qu'un avion en paille ne décolle pas, même avec une belle radio en bois, si on fait du cargo culte agile, ça ne portera pas ses fruits. La meilleure leçon que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est un philosophe du XIIe siècle qui me l'a enseigné. L'agilité, c'est une culture, c'est un ensemble de valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est le respect, le courage, la transparence, la confiance, la communication, la collaboration, l'intelligence collective, le droit à l'erreur, l'auto-organisation et tout un tas d'autres valeurs de ce genre-là. C'est facile de former à une pratique, mais comment on forme à la bienveillance? C'est quoi la certification bienveillance? Ce qui fait que l'agilité marche dans la durée, c'est les valeurs. Et les valeurs, c'est pas visible. Comment on évalue, en fait, le niveau de bienveillance d'une entreprise? Comment on sait qu'on est arrivé, en fait? C'est difficile. Je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Je vous dirais juste que, en fait, ma meilleure réponse, c'est l'exemplarité. Aujourd'hui, la transformation agile, elle peut commencer avec vous. Commencez vous-même par adopter les valeurs de l'agilité et vous verrez que vous allez commencer à influencer votre organisation autour de vous. Je vous remercie.